Salam alaikum, Azul, bonsoir. On ne peut pas ne pas remarquer cette différence entre les chefs des États les plus développés, les plus riches, les plus dissuasifs, avec ceux des pays les plus pauvres, les plus désarmés. Et cela ne se voit pas seulement dans les photos de famille lors de grandes rencontres, dans les préséances des uns sur les autres, ni même dans cette condescendance au mieux des premiers avec les derniers. Il arrive même que certains, parmi les plus puissants, les plus tonitruants, se permettent ouvertement et même très brutalement d'affirmer, de rappeler leur suprématie à ce qu'ils considèrent comme de la chienlit. Regardez comment le président américain remet à sa place le Premier ministre du Monténégro parce que celui-ci a eu le malheur et l'impudence de se trouver sur son chemin. Regardez. Sinon, dans les relations ordinaires, y compris purement protocolaires, qui n'auraient rien à perdre à se passer de façon correcte, digne, et dans le respect dû aux peuples respectifs de ceux qui le représentent. Elle n'échappe pourtant pas à ce syndrome dominé, qui les marque. Autant les chefs d'État les plus puissants sont-ils très sourcilleux du moindre détail protocolaire pour se garder de heurter de la plus petite façon leurs homologues tout aussi puissants qu'eux, autant leurs relations avec les chefs d'État pauvres sont-elles toujours empreintes de désinvolture et de légèreté d'un côté, d'aplaventrisme et de gêne de l'autre. Au mieux, des pater familias, au pire, des pères fouettards. Des attitudes condescendantes qui s'autorisent du goitre, qui se croient tout permis, dont l'autorité est indiscutable et qui sont censées ne susciter que la reconnaissance, la gratitude du ventre de la part des gueux en complet veston, parfois des proconsuls en grande tenue, parfois même des soudards chamarrés qui se sont imposés à leur peuple respectif et qui osent à peine raser le bord du tapis rouge pour laisser toute la place au maître des lieux. Devant lui, ils sont tout mignons, main sur le cœur, sourire incliné, regard larmoyant de tendre reconnaissance, échine obséquieuse et formule de courtoisie à peine miaulée. Ils auront tout le temps de se rattraper et de se venger sur leur populace quand ils seront rentrés dans leur pays, que dis-je, dans leur province, dans leur consulat, où ils se sustentent, qu'ils pillent et qu'ils présurent, pour le maître et pour l'avenir de leurs enfants aussi, qu'ils installeront dans le pays du même maître, bien sûr. Oui, ils acceptent du pater familias, tout ce qu'il leur fait subir, parce que quand ils rentreront chez eux dans la propriété qu'ils se sont arrogés, alors ils se pavaneront au milieu du tapis rouge, au milieu, et ils se vengeront d'avoir trop miaulé devant le maître. Alors, quand ils seront devant le peuple qu'ils ont pris en otage, ils seront comme de l'huile sur de l'eau, comme de l'écume sur la vague. Ils flotteront sur la multitude, rengorgés, moustachus, ventrus, fissus, bourrus, habillés de leur meilleur rictus de mépris. On a toujours besoin d'un plus petit que soi
pour lui faire payer la facture du maître? Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête. Il est très propre du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le... Est-ce qu'une visite est au programme bientôt? Oui, on a discuté, c'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. France-Algérie en pays conquis. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre vieil ami qui nous a tellement manqué, ça fait un bail, qui n'est pas venu nous rendre visite, Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, membre du collectif unitaire du 17 octobre 61, homme de théâtre. Merci Mohamed d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et notre amie Hamida, la même chose. Farida Hamidi. Mohamed, je passe mon temps à appeler Farida Hamida Faridi. Et l'avocate Nabila Ismail, je l'appelle Nabil Ismaila. Faut le faire, hein. C'est l'âge, il ne faut pas m'en vouloir. Farida Hamidi, merci donc d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, militante politique, hirakiste connue ici à Paris. Merci donc d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, au téléphone ou en Skype, nous allons avoir depuis l'Algérie, pour de courtes interventions, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur, Mziane Mariane, syndicaliste, président du SNAPEST, Mahrez Bouiche, enseignant universitaire à Bjaïa, militant des droits de l'homme, Amir Abouraoui, médecin, activiste politique, et Nasser Haddad, militant politique. Alors, mon cher ami Mohamed Kaki, voilà que M. Macron donc fait des déclarations. C'est une véritable ingérence qui a été très mal ressentie en Algérie, tout particulièrement, bien entendu, par les hirakistes, puisqu'il a semblé, il a dit vouloir apporter son soutien à M. Tebboune. M. Tebboune, dont on ne sait plus rien, il a disparu des radars depuis plus d'un mois. Il a dit qu'il l'aiderait dans sa transition, alors que et celui qui a placé M. Tebboune, Gaïd Saleh, feu Gaïd Saleh, et M. Tebboune ne veulent pas entendre parler de transition. Ça veut dire pour dire que M. Macron, à la limite, est très mal renseigné. Et il pousse plus loin le bouchon en suggérant que ce n'est pas toute l'Algérie qui est dans le Hirak, puisque selon lui, l'Algérie rurale est pour la stabilité, comme si le Hirak était en soi un trouble à l'ordre public. Alors, mon cher ami. Écoutez, je crois que cette intrusion, parce qu'on peut appeler ça une intrusion, dans les affaires d'un pays hôte, étranger, c'est assez peu, ça n'arrive que très peu dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a un nouvel ordre mondial. Vous avez tout à fait, dans votre introduction de tout à l'heure, brillamment montré cette image du président Trump écartant un chef d'État. Oui. Ça paraît choquant. Et en même temps, ce qui se joue là, c'est l'inconscient qui est à l'œuvre. Et cet inconscient collectif qui est l'inconscient des dominés et des dominants. D'une part, il y a une arrogance qui aujourd'hui n'est plus cachée, l'arrogance de celui qui peut aller quelque part et, je dirais, jamais le général de Gaulle se serait permis de faire une chose pareille. Par exemple. Il aurait sauvegardé les apparences. Il aurait sauvegardé les apparences et puis surtout, il avait le respect, il disait la France c'est la France et personne, je ne permettrai à personne de s'ingérer dans notre pays. Or, ce nouvel ordre mondial a généré une situation complètement singulière. Et je tiens à dire par exemple que avant même le départ de monsieur et de cet entretien de monsieur Macron en Algérie, eh bien, il y avait déjà eu une intériorisation de cette domination. Comment elle s'est faite ? Elle s'est faite simplement, monsieur Macron, d'ailleurs j'ai noté ce qu'a dit monsieur Tebboune, il dit il a un parcours, il est très propre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est incroyable. Ça veut rien dire. C'est des déclarations, Voilà. comme on dit chez nous dans le pays, sous-dev, Voilà. sous-développé. Voilà. Alors, et sous-dev, donc, on dit. je- Alors, très sincère, très honnête, très propre. Très propre. C'est du n'importe À quoi. la limite, c'est mal poli de, Oui, de oui, se oui, permettre oui, de oui. juger un Mais- chef d'État de cette façon. Mais derrière ça, il y a autre chose. Et le très propre, c'est quoi? C'est que, au fond, c'est le monsieur qui fait ce qu'il veut. Par exemple, monsieur Tebboune a été plus royaliste que le roi, puisqu'il a suivi justement la consigne de monsieur Macron. Quelle est-elle? Monsieur Macron, c'est le spécialiste des start-up. Et justement, monsieur Tebboune a créé un ministère des start-up en Algérie. Lui, il dit, faut le rappeler. lui, il dit starter. Les hors d'œuvre. Et donc, vous voyez qu'il a anticipé sur ce que son maître pourrait demander avant même qu'il le demande. Donc là, on est singulièrement dans une problématique tenace et qui est insupportable pour le peuple, parce qu'au-delà de ça, ce serait risible tout ça. On pourrait rigoler longtemps, mais c'est grave en fait. Mais est-ce qu'un chef d'État français, c'est une puissance mondiale, la France, Oui. est-ce qu'il peut se permettre d'être aussi mal renseigné? Il a une ambassade à son service, une ambassade algérienne qui est très tentaculaire, avec des consulats, avec beaucoup de franco-algériens qui sont dedans, qui connaissent le pays, avec des services secrets, des services de renseignement qui font le boulot. Comment peut-il être aussi mal informé de la situation et se permettre des jugements de ce type qui sont totalement erronés, totalement à côté de la plaque? C'est le retour du refoulé. C'est qu'il s'autorise des choses que, en principe, on ne peut pas s'autoriser. Et donc, il s'autorise de sa place de dominant parce qu'il a en face de lui, il pense avoir face de lui, un peuple faible. C'est-à-dire qu'en plus, il mélange les dirigeants et le peuple. Quand il dit dans les campagnes reculées, eh bien, les gens adhèrent en fait. Oui. Ils sont pour la stabilité. Ça veut quelle dire est- contre le Hirak. Voilà, quelle est l'étude qui démontre ça? Est-ce qu'on a fait une étude sérieuse qui montre que le peuple algérien, dans ses campagnes, adhère à ce que Et il ne monsieur- dit même pas le pays profond ou l'arrière-pays, il dit la ruralité. Oui, la Une ruralité. certaine Algérie rurale Tout à fait. n'est pas dans le Hirak. C'est ce qu'il a dit en termes presque clairs. Ouais. Alors, ça nous amène à quoi toute cette affaire? C'est que normalement, on peut appliquer la fameuse formule du grand sociologue Émile Durkheim, qui a inventé la sociologie française, avec cette fameuse phrase « il n'y a de société que d'intérêt », que l'on peut appliquer d'une manière générale au monde. Il n'y a de monde que d'intérêt. Et on le voit bien avec la Russie, etc. Or là, Monsieur Macron s'est comporté comme seulement par rapport à son propre intérêt à lui-même. C'est-à-dire que dans les relations bilatérales, normalement, on se décentre, comme on dit en sociologie. On se met à la place de l'autre et on se dit... On dit bien les intérêts bien compris. Voilà, intérêt bien compris. Et là, pas du tout. Seul mon intérêt compte et je suis ici. Mais ça nous amène cette affaire n'est pas nouvelle, cette affaire de courbette, cette affaire de posture de dominant nous amène à une séance que nous avons tous vue et qui a été extrêmement humiliante. C'était lorsque M. Valls est allé en Algérie et lorsque nous avons vu M. Sellal, Premier ministre à l'époque, se courber après son discours, aller voir justement Monsieur Valls, qui était bien droit comme ça, en lui disant « Est-ce que j'ai bien parlé ?» Un Premier ministre Un Premier ministre qui dit à qui demande des bons points, qui Voilà. demande d'un son gouvernement homologue étranger. Et donc, nous avons là la caricature, c'est-à-dire que nos martyrs doivent se retourner dans leur tombe. Ben justement, nous allons voir, avant de donner la parole à Farida Hamidi, nous allons voir quelques images de nos dirigeants et franchement, ils donnent le bâton pour débattre. Nous allons regarder quelques images et quelques vidéos. Là, c'est Monsieur Bouteflika avec Monsieur Sarkozy. Regardez, il est heureux comme un pinson. Il est tout content.
Très fier. Et là, regardez comment il le protège, M. Hollande, comment il lui demande de passer. Regardez comment... J'aimerais qu'on laisse un peu cette image. Regardez comment il ne veut pas... Il y a quelqu'un qui veut toucher Hollande pour l'inviter à avancer. Il lui enlève la main, regardez. Ne touchez pas, Monsieur le Président. Il est du tranchant de la main. Hein. Regardez comme il le couvre. Il s'est transformé en chef de sécurité. C'est un agent de sécurité, regardez. Des deux bras, hein, il l'entoure des deux bras et il donne un coup de manchette au protocole qui essaie de guider M. François Hollande. Ne le touchez pas, lui dit-il. Alors nous allons voir une vidéo, celle de M. Valls, un repas officiel. Vous allez voir M. Valls avec M. Ould Qablian, officiel algérien. Regardez bien. Ça c'est le mien et ça c'est le vôtre. Voilà. Là, vous connaissez Si, voilà. Ah bah, déjà. En fait, c'est vrai, il est écrit. Regardez, ça ah ouais, et ça, ça moi. Monsieur Valls qui lui montre la position des couverts. Ça, c'est mes couverts, les vôtres. C'est un ministre, il parle à un ministre. Il lui donne une leçon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore que nous allons voir? Celle de monsieur Sellel avec Merkel. Elle lui montre comment placer l'appareil qui traduit, là. Et lui, il pensait qu'elle lui serrait la main. Regardez. Nee, ich wollte auch noch hier aufziehen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Ministerpräsidenten aus Algerien, Herrn Abdelmalek Sellal, ganz herzlich begrüßen. Möchte aber aus aktuellen Elle lui demande de mettre le traducteur sur son oreille. Et lui pensait qu'elle voulait lui serrer la main. Elle s'est retenue difficilement d'éclater de rire. Damen und Herren, ich möchte den Ministerpräsidenten aus Algerien, Herrn... C'est horrible. Farida Hamidi. Bon. C'est incroyable, hein? Bah, j'ai un peu honte. Oui, il y a trop. J'aimerais pas être à Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'images comme ça. Hein. Ah oui, non, mais enfin, ça exprime, hein. Oui. Ça exprime par l'image, en fait, vraiment ce qu'il représente, finalement. Et voilà, ça, c'est des gens qui ont le pouvoir, qui ont pris le pouvoir, qui se sont emparés du pouvoir, voilà, et qui ont le culte de la personne. Et c'est ce qu'ils ont injecté, en fait, dans la société. C'est ça ce qu'ils ont injecté, et même dans le système éducatif, en fait, c'est de ne pas s'intéresser au contenu, mais s'intéresser à la forme, l'enveloppe. Si l'enveloppe est mignonne, ben, je prends. Si le contenu est pourri, ben, ça va avec l'enveloppe. L'enveloppe est bien, je prends quand même. Voilà, c'est le culte de la futilité et le culte de la personne, en fait. Même si la personne est une coquille vide, ben, je prends. L'enveloppe me donne envie. Voilà. Mais cette façon de s'aplaventrir, j'allais dire, devant l'autre, alors que face à leur peuple, ils sont arrogants, pleins de moques, pleins d'insuffisance, avec leur rictus, là, que nous leur connaissons, cette façon rageuse de parler doucement, de mettre une demi-heure entre deux mots. Mais vous savez, ça va avec le concept de l'accomplissement de soi, ça. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas à la bonne place. Ils n'ont pas les compétences pour être là. Ils n'ont fait aucun effort Ils pour le savent au fond d'eux-mêmes. Ils le savent. En fait, quand on est minable, franchement, ben, on le sait. C'est ça le problème. Et c'est qu'on se venge sur les autres. Voilà, quand on est minable, on le sait. Ça, c'est établi. Hein. Après, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont des dossiers. On le sait tous. Hein. On a un système qui fonctionne. Ben, plus vous avez des casseroles, plus vous traînez des casseroles, plus vous allez occuper les postes les plus élevés pour qu'on puisse vous utiliser comme on veut. Donc, ils savent très bien qu'ils ne sont pas là pour leurs compétences, ni pour leur classe, ni pour leur charisme. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, bien sûr que je m'aplatis devant quelqu'un qui est là. Quoi qu'on dise, Macron, ok, c'est un des présidents qui a été le plus mal élu. Il a été élu avec 23%. C'est une catastrophe, hein, pour lui. Mais il a quand même été élu de manière démocratique. Il est élu, c'est le président de la France. C'est comme ça, on va attendre la fin de son mandat pour aller voter, pour lui donner une claque et lui dire, allez, hop, va jouer avec
Matreb, comme on dit, et va faire joujou ailleurs. Là, c'est un pays, c'est pas une start-up, justement, tu vas pas jouer avec un pays. Par contre, ces gens-là n'ont pas été élus. Et ils le savent. Et ils le savent. À partir du moment où c'est eux qui ont fraudé Et ben aux voilà, élections. d'où l'embetah. En fait, c'est une... C'est très logique, en fait. C'est très logique, en fait. Donc, c'est normal que quand ils rentrent au pays, et quand ils rentrent chez eux en face de leurs concitoyens, eh bien, ils ont ce comportement-là par vengeance. Ils sont revanchards. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ce peuple-là, il est 1000 fois mieux qu'eux. D'où l'emprisonnement de Bouraga, d'où des choses absolument ignobles qui se sont passées. D'où la fuite des intellectuels, en tout cas les intellectuels qui sont contre le pouvoir, ou des intellectuels qui ne trouvent pas leur épanouissement dans le pays et qui ont eu effectivement les moyens intellectuels ou financiers de partir. Voilà, donc c'est pas une explication qui nécessite énormément de réflexion, ça coule de source. Mais il y a aussi le fait peut-être que s'ils sont aussi à plat ventre devant leur maître, pour dire des mots comme ils sont, c'est peut-être parce que leur vie est ici. Leurs biens sont ici, leurs propriétés sont ici. Oui. L'argent qu'ils ont volé au peuple algérien, ils l'ont blanchi. Ici, aussi, bien sûr. il est dans des comptes en banque. Ici, ça veut dire qu'ils sont couverts ici, d'où le soutien aussi voilà. de Macron. Et d'où aussi les autres, ils sont tellement à l'aise parce qu'ils connaissent leurs dessous. Complètement. Ils savent ce qu'ils valent vraiment. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, les déclarations de l'un envers l'autre, que ce soit Macron, que ce soit Tebboune, c'est assez rigolo parce que c'est bien d'aller se renseigner sur les deux côtés, en fait. Oui. Bon, personne n'ignore que le Tebboune, il y avait quand même une affaire de cocaïne sur le dos. Son fils a été innocenté. Ouais. Cela dit, dans une affaire de cocaïne de 701 kilos de cocaïne. Exactement. C'est incroyable. Voilà. 701 kilos dans laquelle son fils baignait. C'est ça. Et qui a été relaxé. Voilà. Et par projection, en fait, moi, j'aime bien en fait m'attarder sur les mots. J'aime bien le mot propre, en fait, qui a été projeté sur Macron comme ça, parce que la propreté, vous savez, quand on a tendance à gratter, à bien frotter, il y a quelque chose qu'on se reproche, peut-être à l'intérieur. Donc, d'où la notion de propreté. Maintenant, la sincérité... C'est la psychologue qui parle. Là, oui. La sincérité et la propreté, après, on va reprendre un peu honnête. De politique. Il a dit honnête aussi. Voilà, honnête, propre. Alors, sincère. Eh bien, je conseille, voilà, parce que j'aime bien aller fouiner un peu partout, en fait. Il ne suffit pas de s'attarder sur un seul axe pour tout savoir dessus et négliger l'autre. Parce que finalement, pour comprendre les déclarations de Macron et le positionnement de la France officielle sur ce qui se passe en Algérie, il faut s'intéresser aussi à l'actualité de la France officielle. Parce qu'en ce moment, Macron, chez lui, il est dans de sales draps. En fait, à cause de la loi de la sécurité globale. Il y a quand même des milliers de personnes qui sont dans la rue depuis la semaine dernière, et notamment devant l'Assemblée nationale. Donc lui-même, il est débordé par certaines choses, d'où ils vont justement, il pensait pousser un peu plus longtemps sur la période de confinement. Mais là, je pense qu'ils vont rétropédaler parce que tout simplement, ils sont en train de voir que l'opinion publique commence à... Voilà, c'est pas en leur faveur. Maintenant, voilà, par rapport à la notion de sincérité, de propreté, je conseille les gens de lire le livre de Juan Branco. Juan Branco, c'est un très jeune avocat. C'était l'avocat du mec de Wikileaks. Assange, Julian Assange. Voilà, de son jeune âge, il a eu l'insolence d'être l'avocat de Julian Assange. Et donc Juan Branco a écrit un livre sur Macron, mais pas seulement sur Macron, sur l'élite. En fait, qui se reproduit en France pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir une reproduction de cette élite-là en fait au pouvoir et maintenir le système finalement. Donc on parle aussi de système ici aussi, de maintenir le système tel quel. Et ce livre-là, il s'appelle Crépuscule. Il est très intéressant et il est gratuitement en ligne. On peut l'acheter, mais on peut le trouver gratuitement en ligne. Et vous allez découvrir à quel point il est propre, Macron.
et à quel point il est sincère. Et justement, ce mot propreté, c'est assez drôle parce que dans sa campagne électorale, sa directrice de communication, c'était une nana qui s'est fait choper et qui a été condamnée parce qu'elle avait 400 kilos de cannabis avec lesquels elle a été arrêtée. Je vous laisse la pleine responsabilité de ce que vous dites, bien sûr. Voilà, donc tout est à vérifier, tout On est n'a pas envie vérifiable. d'être fermé, d'avoir des soucis. On n'est pas très riche pour faire face à de gros procès. Vous pouvez vérifier l'information. Ouais, Vous pouvez ouais. elle est en ligne. Hein. Elle est en D'accord. ligne. Vous pouvez la retrouver dans une émission qui s'appelle Thinkerview. Thinkerview, Oui, en oui, fait, je connais. où Juan Branco fait 2 heures à peu près d'exposé sur ce livre-là et reprend toutes ces Il choses-là. faudrait en Donc, parler à Monsieur Tebboune. Voilà, donc d'où un peu la notion de propreté qui me fait rire. Propreté, de sincérité et d'honnêteté. Entre pairs, on peut se considérer comme Voilà, propre voilà. dans ce genre de choses. Bien évidemment. Maintenant, sur les déclarations de M. Emmanuel Macron, bon, je pense que voilà, dans cet esprit-là, hein, des néocolonialistes, cette nostalgie de l'Algérie française, vous savez, les enfants, c'est la continuité narcissique de leurs parents. Oui. En fait. Oui. Donc l'Algérie continue dans cet esprit paternaliste à être la continuité narcissique de la France. Donc on ne peut pas parler autrement que comme ça de toute manière. Et en fait ce qui vient d'être dit le vendredi passé, c'est très intéressant parce que ça ne nous apporte rien de nouveau en fait, on le savait. Mais ça a fait effraction, d'où le retour du refoulé. Voilà. Et nous allons y revenir. Avec nous, Mahrez Bouich, enseignant, universitaire, militant des droits de l'homme. Mahrez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Jamal, de m'avoir invité. Et Azouf Legram Qaran, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs qui vous entendent un peu partout. Azouf Lak, Mahrez, merci d'être avec nous. Alors, Mahrez, il y a eu de grosses réactions au sein surtout de l'opposition, surtout au sein du Hirak, à la suite des déclarations un peu osées, pour le moins, de M. Macron sur son soutien à Tebboune. Il a dit « je ferai tout pour le soutenir ». Et d'ailleurs, certains ont posé la question, le soutenir contre qui? Il a dit aussi qu'une certaine Algérie rurale n'a pas participé au Hirak. Il l'a dit d'une façon un peu sibylline, mais il l'a dit comme quoi il y a la révolution, il a prononcé le mot, mais il y a une Algérie rurale qui aspire à la stabilité, hein, pour dire que ce n'est pas la contre-révolution, que ce n'est pas des régions qui sont prises en otage par le régime, mais il a dit l'Algérie rurale. Alors, à votre avis, Mahrez Bouich? Encore une deuxième fois, merci. Bonsoir. Je pense qu'il est clair et net, si on parle un peu des déclarations de Macron, ça ne peut être qu'une ingérence. Et il a porté un peu la casquette du sociologue algérien ou sociologue de l'Algérie. Je pense, à mon avis, qu'il y a un seul sociologue français qui a bien travaillé sur l'Algérie, c'est bel et bien Pierre Bourdieu. Donc Macron ne peut connaître ni la ruralité algérienne, ni qui a participé à la révolution algérienne, ni autre chose. Mais ça ne peut être effectivement que de l'ingérence et voire une intrusion et une atteinte, à mon avis, au protocole diplomatique, parce que de tels propos ne peuvent pas être interprétés autre que de l'ingérence. Mais au-delà des propos des uns et des autres, je pense que, mon ami Jamal, il y a 3 évidences qu'il faut prendre en considération. C'est que la première, si on parle un peu, ça me revient un peu le titre du fameux livre Paris-Alger, une histoire passionnelle du mari Christophe Tabet et Christophe Dubois, quand il parlait un peu de ses relations historiques entre Paris et Alger, ce qui me fait revenir un peu au premier préalable, que la France ne cherche que ses intérêts à travers les différents discours de ses présidents, depuis Pompidou jusqu'à Emmanuel Macron, passant par Giscard d'Estaing, par Mitterrand, par Jacques Chirac et par Sarkozy, etc. Donc tous les discours effectivement des présidents français ne cherchent que leurs intérêts, parce qu'effectivement l'Algérie, qu'on le veuille ou non, est un pays qui est un pays stratégique et il a été toujours
je dirais, entre guillemets, utilisé par la France, que ce soit par rapport au conflit au Sahel, par rapport à la question, bien sûr, d'intérêt économique, d'intérêt politique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, c'est tout à fait Mais quand on normal. dit intérêt, Maherzouich, normalement, ça devrait être une question d'intérêt réciproque et bien compris. Or, il se trouve malheureusement que les rapports sont faussés au départ, puisque d'une part, il y a un État, donc, comme nous a dit Farida, dont le chef de l'État a été élu, même s'il a été mal élu, mais il a été élu, et que de l'autre côté, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu imposition d'un président fantoche. L'autre critère le plus important, à mon avis, est que tous les dirigeants algériens, tous sans aucune exception, ou presque, je parle des dirigeants décideurs, je ne parle pas des dirigeants de façade, ont des biens en France, ont leur fortune en France, ont leurs enfants en France, ont leurs propriétés en France, ont leurs affaires en France, et ils ont en France une plaque tournante pour le blanchiment du fruit de leur rapine. Donc il ne peut pas y avoir d'intérêt réciproque bien compris. Effectivement, certainement, les spécialistes disent qu'il n'y avait pas, pour le moment du moins, des intérêts réciproques. Il suffit justement de voir un peu les divergences entre les deux pays sur, par exemple, le Sahara occidental, sur la question de la Turquie, sur la question de la Libye, ce qui se passe actuellement au Mali, ce qui s'est passé auparavant au Tchad et au Niger, bien évidemment. Mais le plus important, c'est qu'il y a un principe fondamental sur lequel la France s'appuie, c'est qu'elle ne peut pas perdre l'Algérie comme élément ou comme garde-fou. C'est pour cette raison que, deuxième préalable, que le régime français, depuis Pompidou, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à Emmanuel Macron, ont toujours soutenu le régime algérien, c'est-à-dire que la France officielle a toujours soutenu le régime algérien sous prétexte effectivement de plusieurs éléments, dont la question sécuritaire, la question économique, la question politique, etc. Mais ça n'exclut pas effectivement ce que vous venez de le dire, et c'est je pense très profond, c'est que par rapport au discours du système français ou du régime français ou de la France officielle, il est ambivalent. C'est-à-dire d'un côté, il soutient le régime, c'est ce qu'on a vu par exemple, moi personnellement, quand je vois Jamel, la vidéo de la visite de Giscard d'Estaing en 1975, ça donne à réfléchir. Quand vous voyez un peu de la visite de Jacques Chirac en 2003 et le bain de foule à Bab el Oued et son fameux discours, ça donne à réfléchir. Et le fameux cri, le fameux slogan des jeunes, visa, visa. Effectivement, le fameux slogan visa. Et quand vous voyez un peu, vous analysez un peu la visite de Sarkozy, son fameux discours à l'université de Constantine, et je me rappelle en 2007, quand il parlait de la démocratie et quand il parlait de l'amitié, le pacte d'amitié entre l'Algérie et la France, il parlait un peu de la démocratisation du bassin méditerranéen, mais juste après, en 2007, juste après la fameuse conférence 2007, on a vu un peu la vision de Macron par rapport à l'Algérie, donc le pacte d'amitié n'a pas été signé, et que l'hypocrisie, je dirais, politique et l'ambivalence politique, c'est la même chose. Jamal, je vais te faire encore rappeler les deux visites de Hollande en 2012 et en particulier 2015, le fameux concept de l'alacrité. Moi, je me rappelle que j'ai eu une discussion avec un professeur français, il me disait, vous savez que depuis des années qu'on n'a pas utilisé ce mot, ce concept alacrité, où les Français l'ont oublié, pour l'utiliser effectivement pour soutenir le régime algérien. Ça, c'était clair et net. Et il faut revenir un peu aussi à la dernière visite d'Emmanuel Macron, quand il parlait un peu de certaines choses. Peu importe, mais ce que je peux vous dire d'une manière générale, sans pour autant rentrer dans les détails, ça c'est une analyse un peu superficielle, c'est que effectivement le régime français ou la France officielle a toujours soutenu le régime algérien au détriment des questions de démocratie, de liberté et de l'alternance et la transition démocratique. Moi, personnellement, étant un militant des droits de l'homme, moi, je me pose la question, militant politique, je me pose la question, qu'est-ce qui a poussé Macron de parler de la transition démocratique en Algérie? Non seulement parce que c'est une ingérence,
mais c'est une affaire algérienne et personne n'a parlé de la transition en France ou autre chose. Personne n'a essayé de faire une analyse sociologique du Hirak en parlant de ruralité qui a participé ou d'urbanité ou des marginaux, des marginalisés, absolument pas. Donc ça, c'est clair. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'en quoi, Jamal, ces derniers mois, du moins, il y a pratiquement avant même le référendum, il y avait aussi des déclarations. La fameuse déclaration de Le Drian lors de sa ministre des Affaires étrangères, lors de sa dernière visite, quand il parlait un peu de bonne constitution, je pense qu'il y a une succession d'intérêts, mais d'ingérence. Mais ce qui pose un problème, c'est que tous ces discours d'amour réciproque, Tebboune parle de propreté, président propre qui n'a pas été impliqué dans les affaires du passé, et l'autre il parle un peu du courage, d'un président courageux, etc. Mais ça ne reflète pas la réalité des relations franco-algériennes. Moi je parle des deux systèmes, c'est-à-dire le système algérien et le système français. Je pense qu'il y a des questions qui sont un peu profondes. Je parle un peu des guerres des mémoires, je parle un peu des crimes de guerre. Je parle des essais nucléaires du Sud qui n'ont pas été, enfin des années 60-61, qui n'ont pas été reconnus par la France à nos jours. Je parle du la fameuse loi du 23 février de 2005 qui glorifie un peu le colonialisme et le fameux article 4, même s'il a été changé, mais quand même, je parle un peu de cette question c'est-à-dire de l'affaire du Bhairin, le rôle de diaspora, le mépris qu'a le système français à l'égard de l'Algérie. Moi, je pense que toutes ces questions-là, elles sont des questions importantes. D'ailleurs, merci. C'est vrai que dernièrement, ils ont essayé de trouver un moyen, mais je pense que ce qui sépare l'Algérie et la France, moi je parle des deux régimes, est deux fois plus, je dirais, plus profond, des choses qui peuvent les réunir. Merci Mahrez Bouiche, au plaisir de vous retrouver. Alors avant de revenir sur le plateau, nous allons retrouver Amira Bouraoui qui est avec nous, docteur Amira Bouraoui, médecin, activiste politique. Amira, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, Monsieur Benchenouf, et bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à vos invités présents sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, Amira, votre réaction à ces déclarations de Monsieur le Président français? Alors, finalement, on est toujours dans la réaction. L'Algérie est toujours et souvent, et l'opinion publique, malheureusement, elle n'est pas dans l'action, mais toujours dans la réaction. Ça m'inspire encore un esprit d'indigène, en fait, quelque part. On est tout le temps en train d'attendre comme un miroir comment la France va refléter notre image, alors que notre image, nous devrions nous-mêmes la construire par nous-mêmes. Donc, moi, la déclaration, les déclarations, je les avais suivies en début de mandat de M. Macron qui est venu et qui voulait rompre avec les anciennes méthodes d'une autre génération. Il déclarait que lui ne faisait pas partie de cette génération qui a fait en sorte de faire la guerre à l'Algérie, d'avoir occupé l'Algérie, etc., qui faisait partie de la nouvelle génération. Et il avait donné des déclarations, c'est vrai, très intéressantes. Il avait parlé de colonisation, de crimes contre l'humanité. On doit rappeler quand même que celui qui lui a fait déclarer cette déclaration, qui est le journaliste Khaled Drarni, se trouve toujours en prison aujourd'hui, pour ne pas l'oublier. Il a parlé de transmission d'archives, mais ça, on le sait que c'est les nôtres qui ne veulent pas avoir ces archives parce que ça va dénuder un petit peu tout le monde. Il parle de destins liés, effectivement. Les destins sont liés. On a quand même quelques millions d'Algériens qui vivent en France. On est il y a une Méditerranée qui nous sépare, c'est pas très très loin. Quand ça va mal ici, les Harragas montent là-bas. Donc c'est vrai que la France ne peut pas aller bien sans une Algérie épanouie et ça c'est clair. Mais notre avenir, et quand il s'agit de réformer le régime, c'est ce qu'on demandait, pas la chute du régime, mais qu'il soit réformé. Et je pense qu'il y a quelques patriotes quand même dans ce qu'on appelle nous le régime et qui devraient eux-mêmes faire en sorte que la réforme ait lieu sans appui. On n'a pas besoin d'appui du président Macron. La réforme doit être faite par nous et pour nous, pour le bien-être justement de l'Algérie. Nous sommes tout le temps en train de... Je sais pas, moi ça me met mal à l'aise parce que je suis tout le temps en train de réagir. La dernière intervention est tout
Sur ce plateau, sur votre plateau, c'était aussi par rapport à la présence du ministre de l'Intérieur français. Et on est tout le temps en train de patauger dans les demandes d'excuses de certains hypocrites du régime qui sont là, qui n'ont rien pour nourrir justement ce patriotisme entre guillemets, qui sont tout le temps en train de demander des excuses à la France. Moi, j'ai pas besoin des excuses de la France. J'ai besoin qu'on me donne des archives, j'ai besoin de real politique, c'est-à-dire du gagnant-gagnant, et que je n'ai pas à me mettre dans la position d'un indigène. Mais Amira Bouraoui, pourquoi tout le monde sait en Algérie aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que sans la France, ce régime serait tombé depuis longtemps. C'est le soutien le plus solide, le plus fort, le plus déterminant du régime algérien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pourquoi la France n'est-elle pas plutôt pour une Algérie démocratique, débarrassée de sa tutelle, un état de droit où les Algériens pourraient voler de leurs propres ailes, gérer leurs richesses sans se faire piller par les uns et les autres? Pourquoi la France tient-elle tant à ses proconsuls, à ces fermiers, j'allais dire, qui tiennent une propriété pour elle, à la limite? Monsieur Benchenouf, regardez votre question. Pourquoi la France n'appuierait pas la démocratie en Algérie? Monsieur Benchenouf, dans la vie, il y a les poires et ceux qui les mangent. Et on choisit ce qu'on veut être. Une poire ou un mangeur de poires. Pour l'instant, on continue à être la poire, et si on l'est, c'est parce qu'on le veut, Monsieur Benchenouf. La France, via Macron, bien sûr qu'elle lutte pour ses intérêts. Pour quel intérêt voulez-vous qu'elle lutte? Pour les intérêts de l'Algérie? Mais ce ne sont pas ses intérêts, justement, Amira. Ce ne sont pas ses intérêts. Le fait que l'Algérie aille aussi mal, alors, comme vous venez de le dire, qu'il y a 5 millions d'Algériens sur son sol ou d'origine algérienne, le fait que si demain il y a un tsunami migratoire, elle va avoir des millions d'Algériens qui vont déferler sur la France, ce n'est pas dans son intérêt. Monsieur Benchenouf, oui. Ça on l'avait dit déjà en 2014 et bien avant aux journalistes français qui sont venus visiter l'Algérie. On leur disait, quand on nous parlait d'alternative de démocratie en Algérie, on nous disait il n'y a pas d'alternative mis à part la lacrité de Bouteflika qui se faisait dans son froc, excusez-moi l'expression. Mais quand on nous disait il n'y a pas d'alternative, mais si on leur disait il y a la jeunesse qui a envie de se politiser, et vous êtes en train de soutenir une chaise roulante. Et on leur disait, vous ne pensez qu'au CAC 40, et en fait vous avez une petite vision à court terme, parce que dans la politique, on voit à court, à moyen et à long terme, et que là, ça va le faire à court terme. En 2014, on le disait parce que le baril était à $120. Aujourd'hui, le baril s'est complètement cassé la gueule. Nous sommes en crise économique et ça, nul ne l'ignore. Et aujourd'hui, bon, le soutien de Macron à Tebboune, moi, à la limite, ne me gêne pas. Il soutient qui il veut. Il soutient qui il veut. Il veut une transition. Il veut ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant que peuple, nous, en tant que militants, nous, en tant que classe politique? Vous savez, quand il vous parle, monsieur Macron, quand il nous parle de la volonté de la ruralité de l'Algérie, de vouloir la stabilité, etc. Les militants en France, ils ne sortent pas à la Creuse-et-Moselle ou en Normandie ou dans la ruralité française. Ils sortent à Paris, à Place de la Bastille, à Place République. Et c'est normal qu'ils sortent dans les grandes villes en Algérie, les militants. Ils sont présents, ils ont encore été présents. Vous savez, 87% des Algériens vivent au nord. Et dans les grandes villes, ils sont sortis, ces Algériens, dans toutes les grandes villes. Et c'est pas parce que quelques Algériens au sud qui ne sont au courant de rien, qui reçoivent le journal au bout de 3 jours, monsieur Benchenouf. Ils ne sont au courant de rien, ils sont endoctrinés via les chaînes que vous savez. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils écoutent votre émission. Inch'Allah, يكونوا يسمعوا اليوم الجزائريين في جنوب الجزائر على خاطر ما يجيوهمش الجرمان، ما يوصلهمش في وقته ويروحوا يشوفوا النهار والشروق اللي راهم يكذبوا عليهم. ان شاء الله راهم يسمعونا اليوم باش يفهموا باللي راهم يتلاعبوا بهم. Ces gens-là qu'on instrumentalise et qu'on a poussé à voter depuis des années et depuis des décennies, ils ont toujours voté pour le régime parce qu'ils ignorent ce qui se passe. Mais par contre, 87% des Algériens, et encore quand on vous parle de 77% d'Algériens qui ont boudé les dernières élections par rapport à la Constitution, ces 77% ne représentent que ceux du corps électoral, ne représentent que ceux qui sont inscrits. La majorité de la jeunesse algérienne n'est même pas inscrite dans le corps électoral. C'est-à-dire si on cherche vraiment qui
qui sont ceux qui ont voté, on va retrouver que 99% des Algériens n'ont pas voté. Donc quand il nous dit Macron qu'il n'y a pas d'avenir radieux en Algérie, en Afrique, sans l'Algérie, effectivement, il n'y a pas d'avenir radieux en Afrique sans l'Algérie, mais il n'y a pas non plus un avenir radieux en France sans l'Algérie et sans un avenir radieux en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, continuer à soutenir ou pas, nous devons, aujourd'hui, parce que ça me rappelle à chaque fois les positions de Frantz Fanon. Il est mort jeune, mais il a laissé quand même un héritage intellectuel. Et il a dit clairement que ceux qui vont prendre le pouvoir juste après l'indépendance vont vouloir juste se positionner parce que nous héros, certains, ceux qui ont trahi les vrais révolutionnaires, que nous héros des colons de l'époque, parce qu'ils avaient les fermes, etc. Et ces gens-là, ils étaient jaloux, et ils n'avaient pas le bagage intellectuel parce qu'ils ont assassiné la plupart des intellectuels algériens qui ont été les architecte de la révolution. Maintenant, M. Macron, qui dit « je refuse d'être dans le déni des excuses », etc. On ne veut pas d'excuses. Il va faire un travail avec Benjamin Stora. Benjamin Stora est quelqu'un que je respecte particulièrement parce qu'il a un regard objectif et contrairement à toute la classe politique française qui est partie d'Algérie, parce que après l'indépendance, il y a une classe politique française qui s'est créée en France et qui est partie d'Algérie. Ces anciens colons qui sont partis avec rancœur et qui ont la haine de l'Algérie et conseillent M. Macron. Merci Amira Bouraoui, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors, Mohamed Kaki, des commentaires sur ce que vous venez d'écouter, d'entendre? Oui, enfin, écoutez, cette dame, Madame Bouraoui, elle a posé une question quand même fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on veut? Et au fond, derrière ça, il faut qu'on ait une analyse aussi systémique. C'est-à-dire que c'est important de voir comment la biographie des hommes, etc. Mais au-delà de ça, c'est la question des intérêts et du système. Monsieur Macron a mis en place, comme tous les chefs d'État, lorsque ça va mal chez eux, ils font un processus de diversion. M. Macron est en difficulté, je vous le rappelle, ici, et il n'a pas de leçon à donner en termes démocratiques, eu égard à la nouvelle loi, où tous les journalistes aujourd'hui sont au charbon et au créneau, sont montés au créneau. Il y a eu l'histoire des Gilets jaunes, il y a plein d'affaires qui fait qu'il est en difficulté. Et que faire... Vous pensez que l'Algérie pourrait servir de diversion à une société française qui s'en désintéresse totalement? Absolument. Montrer une forme d'ingérence dans un pays qui a une tradition de NIF, parce que c'est ça dont on n'a pas parlé de tout à l'heure. Il faut dissocier le peuple, les peuples, le peuple français. Traduire par très ombrageux. Hein, très, voilà, c'est la dignité. La dignité surtout. Un peuple digne. La dignité. Un peuple digne, l'Algérien. La dignité à fleur de peau. Là, voilà, la caractéristique de l'Algérien et de l'Algérienne, c'est quelqu'un qui ne se couche pas, qui ne se courbe pas. Et d'où la colonisation, pourquoi elle a été si violente, c'est parce que justement les maîtres, depuis 1830, depuis le général Bugeaud avec les enfumades, ça a été de les courber. Ils n'ont jamais voulu, et c'est pour ça que ça s'est terminé comme ça. Donc cette question de la diversion, elle est au centre de cette affaire. La deuxième chose, c'est les intérêts communs. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a ce qu'on appelle les biens mal acquis. On sait très bien qu'ils existent en France, à Paris, mais aussi de l'autre côté. Je veux dire que les Français ont aussi des intérêts. Et donc, cette affaire-là, comment ça se produit, comment ça se décline après? Par un processus d'infantilisation. Mais ils ont des intérêts là-bas, c'est surtout des intérêts, j'allais dire, nationaux français. Ce ne sont pas des individus comme les nôtres qui viennent investir en Algérie à titre individuel, ramener leurs gosses, leurs bobonnes. Bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Vous savez, l'argent part, revient, il y a des arrangements que nul ne peut savoir. Hein. Oui, c'est ça d'ailleurs la véritable question, c'est qu'en réalité, c'est qu'il y a un manque de transparence.
évidemment dans ces affaires-là, comme elles sont occultes, comme l'affaire libyenne, avec aujourd'hui M. Sarkozy qui est empêtré jusqu'au genou. Et on voit bien aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans une démocratie, quand les journalistes font bien leur travail, on peut rendre hommage à Mediapart, eh bien, tout de suite, et vous avez un président qui va rendre des comptes devant le peuple au niveau de la justice, et qu'il le veuille ou non, même s'il n'est pas content, il va devoir rendre des comptes. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et pour revenir à l'Algérie, M. Tebboune s'est engagé à une chose très importante quand même, rappelons-le. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Vous savez, quand le peuple a goûté à quelque chose, il a dit une chose dans sa campagne, c'est que je vais faciliter, favoriser les contre-pouvoirs. Et donc la question aujourd'hui, quels sont ces contre-pouvoirs ? Jusqu'où ils peuvent aller, aux mains, est-ce qu'ils sont véritablement aux mains du peuple, etc. Est-ce que le Hirak est un contre-pouvoir réel? Et on a vu là, bon, il y a eu le malheur. Est-ce qu'un homme qui a été imposé par des généraux peut aller dans le sens de la démocratisation? En tout cas, lui-même est un président imposé qui n'a pas été élu peut-être par 2% des Algériens? Ça, de l'électorat. Ça, c'est une autre problématique. Je vois que vous avez des questions très pimentées. Vous avez raison. Oui, on essaye de parler vrai. Tout à fait, vous avez le droit. Mais si on s'en tient simplement au discours de la parole publique, parce que c'est quand même le chef de l'État qui est reconnu par l'ensemble des nations, en tout cas à l'ONU. Parce que les nations ne s'ingèrent pas dans les affaires des peuples. Absolument, Peuple absolument. Mais il y a une autre chose, donc je vous disais, moi ce qui me gêne dans cette affaire, c'est comment on produit la servilité et l'infantilisation. Toutes les images que vous nous avez montrées jusqu'à tout à l'heure, c'était ça. Et donc, un certain nombre de gens qui sont au pouvoir se comportent comme ça vis-à-vis du peuple. Mais pas seulement eux, y compris des fonctionnaires qui sont délégués. Vous avez ici, en France, on a un certain nombre de richesses, pas seulement les biens mal acquis. Il y a aussi des organismes algériens, comme le Centre culturel algérien, par exemple, qui appartient aux Algériens, donc qui sont de France ou d'Algérie. Et comment est financé ce centre? Pour qui est-il accessible à tous? Moi, je peux vous... l'homme de théâtre avec le Centre culturel algérien. Alors, nous avons une histoire malheureusement difficile, puisque nous avons monté une pièce mémorable qui s'appelle La pomme et le couteau, qui raconte l'histoire du 17 octobre 1961, le massacre des Algériens. Plus de 300 Algériens ont été jetés à la Seine, disparus, tués par balle, ce 17 octobre 1961 et les jours suivants. Eh bien, oui, j'ai monté une pièce de théâtre à l'époque avec notre ami Adel Hakim, un grand homme de théâtre aussi, directeur du théâtre d'Ivry. Et on a pu le jouer partout en Île-de-France. Ça, on a eu vraiment pas de problème, on a été accueillis, c'était une belle histoire, en plus elle était inédite. Eh bien, figurez-vous que nous n'avons pas été invités par le Centre culturel algérien de manière spontanée comme ça. Il a fallu que j'aille à une radio, que quelqu'un me pose la question, est-ce que le Centre culturel algérien vous a invité? Que je lui ai répondu, ben non. Et donc, du coup, ensuite, ils m'ont passé un coup de fil et finalement, ils nous ont accueillis comme comme un chien dans un jeu de quilles, monsieur. Oui. Vous savez que lorsqu'on accueille une troupe de théâtre, on crée les conditions de production, comme dirait Bourdieu, de la réussite. Eh bien non, pas du tout. Pas un café, rien. Pas, je dirais, on a joué là-bas. Donnez votre pièce et... Voilà, et on a joué un seul jour, malheureusement. Et donc, si vous voulez, c'est ça la question, c'est est-ce que les structures algériennes qui sont à l'étranger, je prends cet exemple-là, mais il y a aussi le service enseignement, dirigé par M. Goudjil. La fameuse école de Paris, voilà. Dont tout le monde parle. C'est une école qui est au 16e, je crois. Voilà. Et on peut s'interroger, il y a plein de questions. Si les journalistes comme vous s'intéressaient à cette question, on pourrait aller voir, faire un diagnostic. Il paraît que c'est très intéressant, qu'il n'y a que leurs enfants qui sont dedans, que leurs enseignants qu'ils ont ramenés de là-bas. Il nous faudrait un véritable diagnostic, une évaluation de comment est utilisé l'argent ici en France de nos institutions algériennes. C'est quelque chose d'important. Et ce que je voulais vous dire globalement, c'est que malheureusement, s'il n'y a pas ce respect de la personne humaine, s'il n'y a pas ces contre-pouvoirs réels, s'il n'y a pas de démocratie, etc., ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la violence.
Et cette violence, effectivement, ce gouvernement-là, ces gouvernements successifs, depuis longtemps, ont été habitués à fonctionner avec la violence. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les Algériens se sont levés comme un seul homme, comme une seule femme, et ont dit non. Et de la façon la plus pacifique qui soit. La plus pacifique qui soit. Et ça, c'est intéressant à retenir. C'est le peuple algérien, c'est la capacité des acteurs du peuple algérien. Parce que ces gens-là qui nous gouvernent, certes, ils nous gouvernent mal, mais il y a un espoir, et il faut le dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, il y a un immense espoir dans le peuple algérien. Farida? Moi, je vais juste citer une phrase, c'est « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts ». Voilà. Donc les déclarations... Qui a dit ça? De Gaulle, normalement. Voilà. Donc à vérifier, mais normalement c'est De Gaulle. Donc la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. D'où les déclarations de Macron vendredi soir, qui sont, je pense... Mais ces déclarations étaient très amicales, il est très courageux, je ferai tout pour le soutenir. Elles ne sont pas si subjectives que ça. En fait, moi, je ne l'ai pas pris comme un message de soutien à Tebboune, je l'ai pris comme du paternalisme, d'où le mépris du peuple. En fait, plutôt ça. Et effectivement, en fait, c'est pas forcément s'intéresser à ce qu'il a dit et réagir. En fait, c'est aussi de réfléchir sur le timing. Pourquoi il a fait cette déclaration-là à ce moment-là? C'est là où plein de choses en fait prennent sens, hein, parce que juste avant la déclaration de Tebboune, on a appris la semaine dernière qu'il va y avoir la révision du jugement de Tawfiq, de Saïd Bouteflika, Tartag et Louise Hanoun. Donc je ne sais pas, je suis peut-être un peu un peu mishkek, hein, comme on me dit dans mon entourage. Oui. Donc en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, en fait. De faire le lien aussi avec les libérations qui sont en cours en ce moment. Bien sûr. Peut-être qu'ils sont en train de préparer. Ils libèrent que leurs amis. Non, regardez, on libère tout le monde. Mais pas seulement, en fait. Il y a des choses qui peuvent être un peu inquiétantes derrière, parce que la visite de Darmanin en Algérie, c'était pour négocier justement peut-être l'extradition. L'extradition de certains islamistes. Exactement. Donc en fait, pour moi, la notion d'islamiste, la notion de coller une étiquette de terroriste à quelqu'un, ça par contre, ça peut être subjectif. Oui. On peut prendre en grippe n'importe qui, lui il l'ouvre trop, tiens je vais lui coller une étiquette parce que de toute façon on a des conventions, on s'est entendu sur l'extradition de certaines personnes, allez hop, toi tu es un islamiste, tu vas rentrer, tu vas chez toi. Donc en fait c'est ce timing là qui est important, c'est pas tant la déclaration en tant que telle, lui il est ridicule et l'autre encore plus. Et autre chose aussi de très important, c'est que effectivement s'il n'y avait pas vacances du poste le plus élevé dans un pays, un autre président ne se serait pas permis ça. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que finalement, ça fait quelque temps qu'on se demande il est où Tebboune, il est où Tebboune, il est... et finalement, qui tient vraiment les rênes? On pose la question pour savoir qui dirige vraiment. Justement, un des conseillers de M. Tebboune, Abdelhafid Allahoum a déclaré qu'il est en bonne santé, qu'il va peut-être rentrer. Un protocole de médecin annonce qu'il se porte très bien et qu'il va très certainement rentrer. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est en bonne santé, il vient le dire alors que d'autres informations le donnent pour mort. Hein, c'est une rumeur folle. Alors, je m'excuse, parce que nous avons encore des personnes en standard. Je vais les recevoir. Il y a quand même quelque chose de choquant dans cette affaire. Oui. C'est que pourquoi M. Tebboune va se faire soigner en Allemagne. Lui qui a dit, nous disposons du meilleur secteur de santé d'Afrique et du Maghreb. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Aziz Mouatz, qui est universitaire, journaliste, auteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba, si Jamaldin. Alors, Aziz Mouatz, réaction sur les déclarations de M. Macron? M. Macron est dans son rôle de président de la France néocoloniale. D'accord, c'est dit. Il est tout à fait dans son rôle. Je ne ferai pas comment dirais-je, je ne vais pas quand même commenter le volet un peu naïf de sa démarche parce que je ne veux pas croire
qu'un président de la République française soit naïf à ce point. Donc j'imagine qu'il a été parfaitement briefé. Je remarque seulement que sa déclaration est intervenue juste après la déclaration de la chancelière allemande, Madame Merkel, qui, dans son message, disait pratiquement que le protocole concernant le traitement du Covid de M. Abdelmajid Tebboune était terminé. Je ne sais pas comment il faut lire ça, il y a plusieurs lectures qui s'imposent. Ce que je constate, c'est la concomitance des déclarations et de Mme Merkel et du président Macron. Et cette réaction pratiquement allergénique me fait penser que le président Macron est tout à fait dans son rôle de protecteur des intérêts d'abord français. Il est vrai qu'il s'y prend très mal parce que j'ai comme l'impression, comme beaucoup de ses prédécesseurs, il n'a rien compris au peuple algérien. C'est pas de cette façon-là qu'on parle aux Algériens, d'autant plus que le peuple algérien a quand même donné une belle raclée à la France coloniale, puisque après 132 ans de colonisation, on les a quand même mis dehors, et c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de problèmes à gérer. Et vous pensez que ça pourrait s'arranger un jour entre les deux peuples, que des relations plus saines pourraient s'installer avec des intérêts réciproques bien compris, une vraie coopération? Vous pensez que cela est possible ou qu'il faille claquer la porte définitivement? Honnêtement, c'est très complexe. Moi, je le souhaite vivement parce que j'ai beaucoup d'amis français et surtout j'ai beaucoup d'Algériens, de compatriotes qui vivent en France et qui, de toutes les façons, ne vont pas quitter la France. On a beau faire toutes les politiques, envoyer tous les ministres de l'Intérieur de la République, de la 5e et de la 4e, ça n'y fera rien. Les Algériens sont chez eux en France, ils ont construit ce pays, ils ont participé par la sueur et par le sang à la construction de ce pays, de son économie, ils payent leurs impôts, ils sont chez eux. Personne n'est allé, c'est les Français qui sont venus les chercher. Et je rappelle que c'est justement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale que l'économie française a fait appel aux ouvriers algériens. Il n'y avait pas d'immigration avant. Les gens, ils allaient en Orient, ils allaient au Maghreb, mais ils n'allaient pas en France. Ce sont les Français, parce qu'ils étaient en guerre contre les Allemands, qui ont mobilisé leurs troupes et puis ils ont demandé aux Algériens de venir pallier le déficit de la main-d'œuvre française. C'est ça l'histoire. Donc les Algériens qui sont en France, ils ont travaillé dur, ils sont chez eux et personne ne va faire en sorte de les exclure. Évidemment, en tant qu'Algérien, j'espère que, comme ça se fait, d'ailleurs, moi j'ai de très bonnes relations avec beaucoup de gens, beaucoup de Français, il n'y a aucun souci. J'ai fait des études en France, je peux vous dire que j'en garde les meilleurs souvenirs du monde. Mais la réelle politique voudrait que on ne construit pas des relations uniquement sur de bons sentiments. Et la réelle politique et l'économie fait que la France se sent un peu visée. Elles sont ses intérêts qui sont en train d'être dérangés. Visée par qui? Par qui visée? Dérangés par la prise de position de la chancelière allemande. Je vous rappelle juste à vous et à vos téléspectateurs que je salue le fameux projet Desertec. Le projet Desertec qui devrait normalement permettre à une grande partie de l'Europe et à toute l'Algérie d'être une puissance productrice d'énergie. C'était les Allemands qui l'avaient imaginé avec des Algériens. C'est le lobby français ici et en France qui a tout fait pour que ce projet n'aboutisse pas. Je signale aussi qu'il y a 3 jours, la ministre de l'écologie française, Madame Pompili, avait déclaré que pour cette année, les Français devaient s'attendre à des coupures de courant, chose qui n'est pas arrivée en France depuis 1960. Et il est évident que le problème énergétique est un problème fondamental et majeur qui va bien évidemment expliquer pourquoi toute cette agitation française. Je rappelle aussi que le nucléaire français est alimenté par l'uranium du Niger et pas par, il n'y a pas d'autres ressources, et que donc la présence française en Afrique et surtout dans le Sahel est une présence qui est liée essentiellement aux ressources de l'Afrique et surtout aux ressources énergétiques. Il est évident que l'Algérie peut représenter un potentiel considérable, elle le représente, et évidemment les Français seraient très intéressés, soit pour le bloquer, c'est ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, soit pour s'y intéresser. Et cette nouvelle disposition constitutionnelle qui prévoit que l'armée algérienne pourrait intervenir à l'étranger, c'est-à-dire au Sahel,
est-ce que ça intéresserait un peu ces relations bilatérales? C'est un rêve. Moi, je pense que c'est un rêve. L'armée algérienne, moi, je vois pas. Moi, je parle de l'armée algérienne populaire que je connais. Je parle pas de quelques nervis qui se sont servis. Ça, ils m'intéressent pas. Ils n'ont aucun intérêt ni pour moi ni pour les Algériens. Mais la vraie armée populaire, qui est notre armée nationale populaire, où nous avons nos enfants, nos amis, nos frères, nos cousins, nos voisins et tout n'ira jamais s'associer à la France dans aucune opération. Aucune, mais absolument aucune. Il est illusoire de croire qu'un jour, des soldats algériens et des soldats français iront, surtout pas en Afrique, franchement. Il faut pas. L'Afrique, c'est notre prolongement naturel, ce sont nos frères. Je rappelle quand même l'accord d'Alger pour régler la question du Mali, c'est quand même l'intervention de la France qui l'a fait capoter. Parce que l'accord d'Alger prévoyait justement de régler définitivement le problème de la gouvernance du Mali, puis de l'intégration de toutes les tribus, de toute la population. Et une partie des tribus du Mali, eh bien, elle a des prolongements dans les tribus algériennes Touareg, c'est une évidence. Donc l'Algérie n'a aucun intérêt à ce que ça déborde dans ces zones-là. Elle fait tout pour que ça ne déborde pas et ça ne débordera pas. Et jamais les soldats algériens n'iront faire le coup de feu avec les soldats français. Ça n'a aucun sens et ça serait une honte pour l'histoire. Merci. Merci Aziz Mouatz. Alors, Meziane Meriane, syndicaliste, président du SNAPEST, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal, bonsoir aux invités et merci de m'avoir invité aussi. Bonsoir, merci. C'est toujours un plaisir, Meziane Meriane. Alors, le syndicaliste que vous êtes et le hirakiste aussi, donc voilà, déclaration un peu curieuse de M. Macron qui ont soulevé un véritable tollé en Algérie. Votre avis, Meziane Meriane? Merci. Moi, je dirais que si c'était un alignement de la France sur une position de l'Algérie au niveau international, peut-être on aurait applaudi. Mais là, il s'agit carrément d'une ingérence dans un problème interne de l'Algérie. Soutenir un programme du président, soutenir contre qui déjà? Est-ce que contre le peuple, le vœu du peuple, ou bien contre un autre programme? Moi, je dirais que c'est une ingérence. Ce qui est énigmatique pour moi aussi, c'est le silence de nos autorités. Il s'agit d'une ingérence. Moi, je me pose la question. Si le président français a déclaré le contraire de ce qu'il avait déclaré, il y aurait eu une réaction. Maintenant, on accepte une ingérence. Pourquoi? Parce qu'elle va dans le même sens du désir de nos autorités. Alors que le seul soutien que l'on devait rechercher, c'est le soutien de son peuple. Le soutien du peuple, c'est un soutien solide et qui peut être un rempart contre l'ingérence, contre l'interférence et tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc on doit rechercher beaucoup plus le soutien de son peuple et non pas le soutien de n'importe quel président, y compris d'une puissance... Mais peut-on attendre un soutien de son peuple quand on n'a pas été élu par son peuple? La problématique, elle est là. Il faut rechercher ce soutien. Et comment acquérir ce soutien? En répondant aux aspirations du peuple, en allant droit vers les vœux du peuple, vers tout ce qu'avait crié le peuple dans la rue, le Hirak. Voilà ce qui peut apporter un soutien et être un rempart, comme je viens de le dire, contre les ingérences et les interférences. Maintenant, si je reviens à la France, elle était toujours, dans ses actions habituelles. Pendant le règne de Bouteflika et à l'époque aussi de Hollande, il y a une notation économique, je crois, qui consistait, il y avait 3 ans, la France a perdu un A. Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle perde un deuxième A pour que la France, l'économie française, rentre en récession. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché algérien était ouvert aux importations de la France. Des milliards et des milliards ont été importés. On a inondé les marchés algériens des produits français, y compris des lingettes pour chats. Et d'après les débats qu'on a entendus à l'époque à l'APN, 50 millions de chewing-gums. À l'époque où on a entendu, personnellement, j'ai entendu pour la première fois à la critique de Hollande.
Maintenant, pour Macron, c'est une ingérence, c'est clair. Il est en train de défendre d'une façon malsaine les intérêts de son pays, mais nous, en tant qu'Algériens, on doit condamner beaucoup plus nos ministres qui, lors des négociations, ne défendent pas les intérêts de notre pays. Comment expliquez-vous, Mziane Mariane, ce silence total, mais alors total, des partis politiques algériens, de la presse algérienne? Il n'y a que les hirakistes et des individualités et quelques partis politiques d'opposition, dont Mohsen Belabbas, Karim Tabou, Zoubida Assoul, mais sinon les autres, on ne les a pas entendus du tout. Comment expliquez-vous ça? Quelle explication peut-on trouver? Ils attendent la réaction du pouvoir central pour se positionner. Vous savez, lorsqu'on n'a pas le courage politique de ces décisions, comment voulez-vous agir? Ça a été tout le temps ainsi. Les avant-gardistes, c'est ce que vous venez de citer. Donc, ils attendent la réaction officielle pour se positionner. Mais tant que les autorités, comme je viens de dire au début, se sont tues et étaient acceptées par les autorités, ils acceptent aussi ce qu'a accepté le pouvoir central. Voilà la seule explication. Le manque de courage politique, le manque de positionnement politique, comme on dirait nous dans les syndicalistes, advienne que pourra, mais une décision courageuse. Maintenant, moi je dirais, ça c'est mon analyse, ça peut être vrai, le néocolonialisme et l'impérialisme se retrouvent beaucoup plus avec une Algérie faible, affaiblie, qu'avec une Algérie puissante. Une Algérie puissante, prospère, démocratique, peut bousculer énormément l'équation de l'ordre établi régional par ce que je viens de citer. Donc l'Algérie doit être maintenue à ce stade de développement, ni misère. Misère risque, comme vous venez de le dire, l'exode énorme rural de la rive sud vers le nord, la maintenir à un stade, comment dirais-je, avec perfusion, ni riche ni pauvre, c'est ce qui arrange, moi je dirais, l'ordre établi. Maintenant, si aussi on revient à l'histoire entre l'Algérie et la France, ça a été tout le temps ainsi. On a bien autorisé l'armée extérieure de rentrer pour qu'on s'entretue, alors qu'il y avait des accords que l'armée de l'extérieur, les hommes peuvent rentrer sans armes. Et j'ai pu lire le livre de Yahya Allah Yarhamou, lorsqu'ils ont pénétré avec des chars flamboyants neufs, il pensait qu'il a raconté dans son livre, il pensait que c'est l'armée française qui est revenue. On les a bien autorisés à rentrer pour qu'on s'entretue. On a encouragé l'exploitation du gaz de schiste, je parle de la France, alors que chez eux c'est interdit. Et on nous a fait perdre effectivement le projet désertique. Toutes ces ingérences nous maintiennent, comme je viens de dire, dans un niveau de développement ni très riche, ni très pauvre. Et permettez-moi de terminer. Oui. Entre l'ingérence, l'interférence, il y a une seule solution, une véritable démocratie. Donner la parole au peuple, une liberté de la presse, liberté pour les partis politiques d'exercer librement et contact avec le peuple pour leur programme politique. Je vous remercie encore. Merci, Mziane Mariane, au plaisir de vous retrouver. Alors, Mohamed Kaki. Très intéressant ce que vient nous raconter ce monsieur, notamment Mariane, sur le point historique. Un combattant syndical, c'est un véritable combattant. Oui, un grand monsieur. Un militant de haute volée. Que j'ai l'honneur de connaître aujourd'hui, notamment lorsqu'il fait ce point historique. Et ce point historique, il est là. Le nœud, il est là. Le nœud de notre problématique d'aujourd'hui, il est là. C'est quoi? Est-ce qu'on a permis le développement de l'esprit critique? Un être humain libre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un esprit critique. C'est une belle âme qui dit ce qu'il pense. Voilà, qui peut dire, qui peut s'autoriser à ça. Et donc, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? C'est la démocratie, c'est la garantie qu'on ne lui coupe pas la tête, hein, quand il peut s'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par rapport à la démocratie, je pense, et la liberté, rien ne se donne, tout s'arrache. Il ne faut rien attendre des pouvoirs, quels qu'ils soient. Vous savez, moi, je fais partie d'une sociologie particulière qui s'appelle la sociologie pragmatique. Et on considère qu'il y a toujours une zone d'incertitude. Tous les pouvoirs ne maîtrisent pas tout. Ce n'est pas possible. Et le Hirak l'a bien prouvé. Et il y aura autre chose, il y aura des métamorphoses. Par rapport au point historique,
c'est très intéressant ce que vient de dire ce monsieur. Il y a une socialisation par le bas qu'on a eue depuis l'indépendance. Pourquoi? Parce que ces messieurs, ils ont mis en avant le FLN point barre. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'Algérie, toute l'histoire de la guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954. Or, eh bien, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Et j'espère que M. Benjamin Stora, qui est une lumière, va avancer un certain nombre de choses avec ses collègues algériens. Côté français. Côté français. Il y aura des historiens côté algérien. Qui sont très brillants aussi, oui. À condition qu'on les laisse travailler. Moi, je les ai rencontrés, le Krask à Oran, et c'est des gens formidables. Plusieurs fois, on a échangé. C'est des gens formidables. Mais il faut qu'on les laisse travailler. Pour dire une chose, c'est que l'histoire du combat algérien n'a pas démarré le 1er novembre 1954. Il a démarré très tôt. Depuis l'indépendance, il y a toujours eu, depuis le 1830, il y a toujours eu une résistance, d'une part. Bien sûr. Mais il y a un point très important qui concerne les Algériens aussi de France. C'est l'étoile nord-africaine qui a été créée à Paris en 1926 dans le cadre de l'internationale socialiste. Et c'est très important, cette internationale qui a été d'ailleurs dissoute par qui? En France, par le Front populaire. Vous voyez, des amis. Oui. Mais Salih Hadj, qui était un communiste, oui. Eh bien, il a été trahi par ses amis de gauche, oui. Le Front populaire, qui a dissous. Pourquoi il l'a dissous? Parce que Salih Hadj, il a dit une chose, une phrase. Il a dit, écoutez, les amis, nous venons de gagner. Donc, par conséquent, aujourd'hui, il faudrait penser aux travailleurs nord-africains. Il a dit, ah, toi, tu cherches à comprendre. Ils l'ont mis en prison et l'étoile nord-africaine a été dissoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Nanterre. Il s'est évadé de la prison. Il est allé à Nanterre, dans un café algérien. En 1937, il a créé le PPA, le Parti du peuple algérien. Et donc, vous voyez que c'est une histoire de combativité. Ensuite, il y a eu plein d'autres partis. Et donc, ce que je veux dire, nous sommes les héritiers d'un combat très lointain qui ne commence pas le 1er novembre. Or, cette arnaque d'une seule histoire, d'une instrumentalisation de l'histoire. Il faut le dire très clairement. Ce sont des forgerons de l'histoire. Voilà. Et donc, ils l'ont forgé à leur mesure. Et ça ne permet pas aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, etc., de se développer, de développer l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, il a besoin d'être aéré, d'être oxygéné par, justement, des confrontations. Et c'est ça qui nous manque. Et donc, je pense que la zone d'incertitude, elle intervient, et je finirai par cette phrase de notre grand sociologue Abdelmalek Sayad, le grand qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, sociologue algérien, qui disait cette phrase merveilleuse: exister, c'est exister politiquement. Très, très bien. Alors, Farida Hamidi, le mot de la fin vous revient. Je rejoins entièrement, en tout cas sur le fait d'avoir cet esprit critique-là. C'est exactement ce qu'on nous a enlevé de l'école fondamentale. Voilà, on a fait de nous des machines à apprendre par cœur. Vous pouvez avoir des gens avec un bac plus 12, mais qui n'ont aucune culture, inculte. Parce que la culture, elle n'a rien à voir avec l'instruction. Voilà, vous pouvez aller à l'école indéfiniment, mais vous pouvez être une coquille vide quand même. Oui. Voilà, et ça, c'est une sensibilité à l'environnement. Et en fait, cette capacité-là, c'est la capacité à discriminer. Mais pas discriminer des personnes, discriminer des informations. Et quand on est capable de discriminer des informations, eh bien, figurez-vous qu'on est capable de faire des choix. Alors, voilà. Vous qui vivez en France comme notre ami Mohamed, qui est dans le Hirak parisien, c'est le bastion du Hirak parisien, qui a fait tellement de mal au régime parce que tous ses intérêts sont à Paris et qui ne veut pas que ça bouge ici. Et qu'on voit bien que ça fait mal à la France, officielle. Ah oui, la preuve, c'est que la presse française ne couvre pas du tout le Hirak. La sortie de Macron, justement, elle n'est pas très innocente parce que le Hirak, lui, fait mal. Ça l'embête. Parce que si ça embête les dirigeants qui sont à sa botte, ça va embêter les intérêts de la France. Mais expliquez-moi une chose. Pourquoi le Hirak parisien se porte très bien? Il a réussi à rassembler des milliers de gens. Moi, je me rappelle du 1er novembre. Bon, il va moins bien maintenant. On ne peut pas mentir aux gens. Mais expliquez-moi pourquoi il n'y a pas plus d'Algériens dans le Hirak parisien, alors qu'ils sont des millions.
Pourquoi il n'y a que... bon, ils remplissent la place de la République. Il est même arrivé qu'ils remplissent de la place de la République à Stalingrad, disons 60-70 000 personnes. Oui. Pourquoi il n'y en a-t-il pas plus? Ben, il faut faire un travail de rassemblement, hein. Il faut faire un travail de rassemblement, d'unité, je pense. Ce travail-là, c'est ce qui prendra le plus de temps. Maintenant, voilà, moi je suis plutôt sur d'autres... je vais plutôt analyser l'information autrement, par exemple, en prenant l'exemple du nombre de médecins en France. Par exemple, oui. Il y a 15 000 médecins oui. en France. Oui, c'est donc incroyable, en fait, l'alternative à un Hirak, par exemple, de marche, hein, parce que le Hirak, pour moi, d'accord, c'est super, parce que justement, cette vue-là de marche, quand il y a des milliers de personnes qui sont là, côte à côte, et qui marchent dans cette force-là, ok, sauf que les marches, c'est temporaire. Et d'ailleurs, on s'est fait avoir avec le confinement. Il y avait la marche du 1er novembre qui n'a pas eu lieu finalement à cause du confinement. Donc malheureusement, voilà, on n'était pas assez nombreux le 13 septembre. Et le 4 octobre, on était tous ensemble, mais voilà, il n'y avait pas cette ferveur-là avec laquelle le Hirak il a démarré au départ. Le 1er novembre, on s'est fait avoir. Voilà. Oui. On s'est fait avoir par le confinement. Comment faire pour... Il y a plein d'alternatives. Donc maintenant, il faut que les gens se sentent concernés. Vous voyez, Ma'arakat Tahrir al-Wa'i, qui est arrivé en Algérie et tout le monde est sorti le 22... La bataille de la libération de la conscience politique. De la conscience, exactement. D'ailleurs, tous ceux qui sont en prison, si vous allez aux États-Unis, ils ne vont pas les appeler prisonniers d'opinion, ils vont les appeler prisoners of conscience. En fait, c'est des prisonniers de la conscience. Et les quatrième générations, les troisième, quatrième générations ils sortent pour le foot, si vous voulez. Donc, s'ils sortent pour le foot, à un moment donné, il faut leur donner un autre intérêt de ça. Et c'est là la culture dont je parle, en fait. C'est une culture politique à la maison, c'est une sensibilisation et c'est aussi un retour aux sources. Parce que la quatrième génération, la cinquième génération, elle a des sources. Et les sources et les racines, ils sont en Algérie. C'est des gens qu'on qualifiera toujours de Français d'origine algérienne. 30 secondes. Écoutez, moi, elle a tout dit. Simplement, je veux dire que, comme tout mouvement, il faut des perspectives et donc des objectifs, un débouché politique, me semble-t-il, comme toutes les organisations. La deuxième chose, et vous avez tout à fait raison, c'est l'enjeu numéro 1, c'est la transmission. C'est la question de la transmission des luttes et des combats et de l'histoire. Parce que les hirakistes d'aujourd'hui, il faut réfléchir aux transmissions des jeunes pour demain. Et donc, comment on transmet cette combativité d'aujourd'hui et cette conscience politique. Et cette conscience politique, c'est l'enjeu numéro 1. C'est pour ça qu'il faut tenir les deux bouts. 1, des perspectives, et 2, la transmission. Et vous savez, cette conscience politique, là où elle va amener pour participer au Hirak et pour faire pression sur la France, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui sont binationaux, parce que pour être fonctionnaire en France et pour être praticien hospitalier, il y en a des gens qui sont attachés plutôt, qui n'ont pas besoin d'avoir la nationalité française, mais ceux qui sont praticiens, ils ont la double nationalité. Figurez-vous qu'ils payent des impôts, on paye des impôts. Donc si ces gens-là, à un moment donné, ils disent stop, vous nous traitez comme ça, je ne paye plus mes impôts, je fais grève, 15 000 médecins en France, et allez voir dans l'éducation nationale des dizaines de milliers de profs algériens ou d'origine algérienne, français qui sont nés en France mais d'origine algérienne, avec le double passeport. Donc si vous voulez, c'est une sorte, parce que maintenant en fait, on n'est plus dans le piège de Ouled France, parce que Ouled France a Rambano. Oui. Voilà, exactement. Merci Farida Hamidi, merci Mohamed Kaki. Merci à vous. Merci Aziz Mouatz, merci Meziane Mariane, merci Maher Bouich, merci Amira Bouraoui. Dommage que nous n'ayons pas réussi à avoir Nasser Haddad. J'espère que nous réussirons à l'avoir demain ou plus tard. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.